poursuivons donc cette soirée. Nous sommes toujours dans ce même endroit magique qu'est l'hôtel littéraire Le Swan. Et nous avons le plaisir et l'honneur de rencontrer M. Jacques Le Tertre, qui est le président de la Société des hôtels littéraires. Il est peut-être même l'inventeur des hôtels littéraires et qui va nous parler, nous illustrer un peu ce projet qui est en train de se développer et qui apparemment rencontre de plus en plus de succès. Alors, combien d'hôtels littéraires y a-t-il maintenant? J'ai envie de vous dire qu'il y en a 7, puisque le 7e, nous venons de l'acheter. Les travaux ont commencé. Il va être à Bordeaux. Et pour la première fois, c'est un hôtel qui va être consacré à une femme écrivain, puisque c'est George Sand. Elle a beaucoup compté dans ma vie. Il fallait que je trouve un endroit qui lui soit parfaitement adapté. Et on ne le sait pas souvent, mais avant d'être George Sand, elle était la baronne du Devant et elle avait vraiment démarré sa carrière littéraire là-bas, puisque les lettres qu'elle écrit à ce moment-là, le journal qu'elle tient, c'est déjà du George Sand. Elle est là complètement faite au départ, et tous ces combats qu'elle suivra après sont des combats qui m'intéressent. Donc on a trouvé un bel endroit en centre-ville, près de la cathédrale, et je pense que... Mais il faudrait être un peu patient. Mon objectif, c'est de pouvoir l'ouvrir pour le 150e anniversaire de sa disparition. Or, comme vous le savez tous, elle est morte en 1876. Donc 2026, ce sera le schéma idéal. Je suis tenté de dire heureusement que vous allez consacrer un hôtel à George Sand, à une femme, parce que sinon les féministes auraient fini par vous tomber dessus. Elles auraient eu raison, puisqu'il y a très longtemps que je cherche un endroit qui puisse aller pour Colette, par exemple. J'aurais aimé trouver un endroit pour Marguerite Yourcenar. Enfin, le sujet, c'est qu'il faut qu'il y ait adéquation. On va en reparler sur ma conception de l'hôtel littéraire, mais il faut qu'il y ait adéquation entre le lieu et l'écrivain. Il faut qu'il y ait une espèce de légitimité. Il est évident pour tout le monde que Flaubert et Rouen sont intimement liés, que le 8e arrondissement et le coin de la Plaine Monceau est très lié à Proust, etc. Donc Colette, le seul endroit que j'ai trouvé intimement lié à elle et dans lequel on peut installer un hôtel d'une certaine taille, c'est le Palais Royal, et pour l'instant, des limites financières ont fait qu'on n'a pas fait l'opération. Alors, est-ce que, justement, vous avez fait une allusion à la conception des hôtels littéraires? Est-ce que vous pouvez préciser quelle est la conception de ce projet? Si vous voulez, pendant des années, les clients dans les hôtels voulaient avoir la même prestation où qu'ils aillent. Ils voulaient, quand ils sont à Shanghai ou à Milan, ils voulaient dormir pareil dans les mêmes conditions de confort. C'est, si j'étais un peu agressif, ce que j'appelle la mode à la Hilton. Il fallait une standardisation du produit. Depuis les années 2000, ce que les gens veulent, c'est une expérience. Alors, nous avions déjà des hôtels, j'ai des hôtels depuis 1988, mais l'expérience, celle qui me paraissait la plus à même que je puisse donner, c'est la littérature. Je suis d'abord et avant tout un lecteur, c'est-à-dire qu'il y a eu des périodes de ma vie où je lisais un livre par jour, donc, et je continue encore à en lire beaucoup, et je suis un bibliophile. Alors en ce domaine, j'ai changé, je suis passé de l'édition originale à l'édition avec envoi, puis au manuscrit, puis à la correspondance. Ce qui m'intéresse vraiment maintenant, c'est la fabrique de l'œuvre. Comment est-ce qu'on fait une œuvre littéraire? Comment est-ce que Flaubert fait pour arriver à la pureté de la phrase de l'éducation sentimentale, par exemple? Mais aussi en même temps, comment Proust fait pour rallonger sa phrase? C'est très spectaculaire si je vous mettais 2 manuscrits de Flaubert et de Proust côte à côte. Vous verriez dans le cas
de Flaubert que c'est une cure d'amaigrissement permanente. On supprime, il enlève, il découpe, il revient à plus court, de plus en plus court. Et Proust, en sens inverse, il est de plus en plus long. Il rallonge la phrase, et comme la page ne suffit pas, il met ce qu'on appelait des béquets au départ, ce qu'on appelle des paperoles maintenant. Il en met. Vous savez qu'on en a trouvé qui faisaient 2 mètres de long. Hein. Donc il y a matière à... Et ça, c'est intéressant pour comprendre la psychologie de l'écrivain. Pour expliquer la nature de vos hôtels, il y a des livres, il y a des tableaux, il y a des objets qui témoignent de la vie, de l'art, de l'œuvre de l'artiste. Est-ce qu'ici, il y a beaucoup de livres sur Proust, évidemment. Est-ce que ce sont des choses en partie qui vous appartiennent, de votre collection personnelle? Tout est la collection de ma famille, c'est-à-dire, il y a bien sûr, il y a 500 livres qui sont à la disposition du public dans toutes les langues. Et Proust, on a eu la chance qu'il a été traduit dans toutes les langues. Oui. J'ai Proust en géorgien, j'ai Proust en maltais, j'ai Proust en islandais. Ils sont présents, ces bouquins? Oui, je vous les montrerai tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui les consulte? Alors ça, c'est un mystère. Il y a même des gens qui les gardent. Parce que l'exemplaire des œuvres complètes en grec, le tome numéro 1, m'a été volé. Aïe, aïe, aïe. Enfin, disons qu'il m'a été emprunté et j'attends qu'on me le rende. Il n'y a aucun contrôle, donc? Non, les gens les prennent, les lisent ici, les montent dans leur chambre. D'abord, c'est nécessairement un locuteur de grec, et de grec moderne. Ou c'est quelqu'un qui veut donner une mauvaise image des Grecs. Donc je ne sais pas. On n'a pas fait d'enquête sur le sujet. Mais vous avez des versions, je vous ai dit la version en géorgien, il a été tiré à 800 exemplaires. Mais le traducteur m'a envoyé ici, je ne l'ai jamais rencontré, mais il était tellement content qu'il y ait un hôtel consacré à Marcel Proust qu'il m'a envoyé cette édition-là. La version italienne, il y en a eu tellement qui se contredisent les unes les autres. C'est un des sujets dont on a parlé avec Luca, qui est que il y a des gens qui pensent que la première version est la bonne et ceux qui pensent qu'elle était pas assez fidèle au texte initial. Moi, j'aime bien la première version. C'est vrai qu'ici, on respire en entrant, on respire les climats de Proust, pas seulement les livres. Il y a, par exemple, un manteau qui est exposé là, dans une vitrine. Est-ce que vous nous racontez? Oui, Proust, d'abord, Proust est obnubilé par la couture. Il a passé un temps fou à interroger des gens pour savoir qui portait quoi. Il est beaucoup sorti dans le monde jusqu'à la mort de sa mère, en fait. Il est sorti beaucoup moins après, mais il a demandé à des espions de lui raconter comment on s'habillait, quelles étaient les tenues. Il n'y avait pas de photos à ce moment-là, ou pas en couleur, donc il fallait qu'on lui donne tous les détails. Et il est très attentif, il y a des descriptions de vêtements, mais par dizaines et par dizaines, dans la recherche. Et une des descriptions, c'est un mantelet d'opéra que porte la marquise, dans la vraie vie, la marquise d'Aligre. Et il se trouve que c'est un personnage de la recherche. Et il le décrit par le menu. C'est un type de vêtement qu'on ne connaît plus aujourd'hui, c'est-à-dire c'est ce qu'on portait pour aller à l'opéra. Et dans la recherche, c'est la marquise de Cambremer, qui est inspirée de la marquise d'Aligre, qui a ça, et j'ai eu la chance de pouvoir l'acheter. Et ce qu'il y a de bien avec ces vêtements-là, c'est qu'ils n'ont été que portés deux fois. Donc si vous voulez le porter, il est dans la vitrine ici. 2 fois seulement. 2 fois. Vous disiez qu'il était très lourd. Il est extrêmement lourd parce qu'il est fait en perles de jet. Il est extrêmement chaud puisqu'il y a un petit gilet à l'intérieur. Et la famille l'avait gardé précieusement. Mais ils avaient dû bien le garder puisqu'il n'a même pas été dévoré par les mythes. Donc, et une fois, c'était votre épouse qui l'a porté, oui. Et qui trouvait que c'était très trop lourd, beaucoup trop lourd. Et trop chaud. Beaucoup trop chaud, mais la particularité, c'est que vous avez la difficulté, c'est que les grands couturiers de l'époque
avait beaucoup de personnel. Là, ce sont des perles de jet qui sont enfilées les unes après les autres. Il y en a plusieurs milliers. Et le couturier en question, qui est Jacques Doucet, qui a été un grand collectionneur, qui a même créé une bibliothèque littéraire très importante près du Panthéon, Jacques Doucet employait à Paris 1000 ouvrières. C'est une industrie très lourde à cette époque-là, puisqu'il y avait beaucoup de clientes. On n'est pas dans l'univers de la haute couture d'aujourd'hui, on est dans un univers où il y a beaucoup de clientes pour la haute couture. Avant de vous demander une liste pour notre public, une liste des hôtels littéraires où ils sont placés, vous avez parlé tout à l'heure, vous avez dit qu'il faut qu'il y ait une sorte de symbiose entre l'auteur, l'écrivain et le lieu, n'est-ce pas ? Et donc vous avez cité le cas de George Sand à Bordeaux. J'ai une curiosité. Pourquoi est-ce que Stendhal est à Nancy ? Stendhal, en fait, si j'avais été jusqu'au bout de mon rêve, mon préféré dans l'œuvre de Stendhal, c'est la Chartreuse de Parme. Oui. Et juste ensuite, c'est Lucien Leuven. Or, Lucien Leuven se passe à Nancy. Ah, d'accord. Donc, toute la partie militaire de la vie de Lucien Leuven, c'est-à-dire tout le tome 1, c'est-à-dire la moitié de l'œuvre, puisque le 3e tome n'est jamais sorti, le tome 1 se passe à Nancy. Mais j'aurais tellement aimé pouvoir faire quelque chose à Parme, sauf que, comme Balzac, je sais qu'il n'y a jamais eu de chartreuse à Parme, et que toute l'histoire est inspirée d'un autre endroit. Oui. Maurizio Serra m'a un jour offert un livre qui démontre par le menu que ce n'est pas Parme qui est à la base de ça. Mais c'est Proust qui règle définitivement les comptes en disant que Balzac se trompe, puisqu'il faut... ce qui est bien dans Parme, c'est pas que ce soit le lieu géographique, c'est la sonorité. Bien sûr. Quand on dit Chartreuse de Parme, c'est mieux que Chartreuse de Modène. Ah oui. En fait, il y a une chartreuse à Parme, mais elle n'est pas là. Une chartreuse dans les environs de Parme, elle n'est pas là où l'avait mise Stendhal. Oui, puis il n'y a pas un souverain comme le souverain qu'il y avait à ce moment-là. Les événements ne sont pas les bons, puis il n'y a pas des tours pareils. Enfin, mais là encore, un roman n'est pas un livre d'histoire. Non, bien sûr. Mais enfin, si vous allez à Parme, il y a l'hôtel Stendhal, il y a la trattoria Stendhal. Stendhal est présent partout. Et il est présent à Milan aussi. Ben là, à juste titre, même si jamais il devrait l'être pour le monde entier, Stendhal, c'est le syndrome de Stendhal, c'est à Florence. Donc, mais sur sa tombe, si vous allez voir sa tombe, il est dit qu'il est milanais. Donc, et définitivement milanais. Henri Beyle, milanaise. C'est milanaise. Est-ce que vous pourriez brièvement dire nous donner une petite liste des hôtels littéraires? Vous avez dit qu'il y avait une cohérence géographique. La première des cohérences, c'est le goût que je peux avoir d'un écrivain. Ça, c'est l'arbitraire total. L'écrivain doit d'abord et avant tout me plaire. Donc c'est pourquoi on a commencé par Marcel Proust, c'est pourquoi il y a Rimbaud, c'est pourquoi il y a Flaubert, et c'est le premier critère. Donc il y a des écrivains auxquels je ne consacrerai jamais d'hôtel, non pas que je n'ai pas le sentiment qu'il soit important, mais parce que je n'ai pas assez d'affinité. Je ne parle même pas de ceux qui ne sont pas très consensuels et qui déclencheraient une émeute si j'ouvrais un hôtel qui leur soit consacré. Donc j'ai fait des choix d'hôtels qui étaient pas des écrivains si populaires que ça, mais parce que c'est des écrivains qui me plaisaient. Donc si on essaye de les raconter dans l'ordre, Proust, c'était le premier, mais comme je n'étais pas sûr que j'en ferais un deuxième, parce que mes équipes en particulier trouvaient que Proust était
trop 3000 pages, c'est trop long, les phrases sont trop longues. C'est l'écrivain où il y a la plus grande différence entre le nombre d'exemplaires vendus et le nombre d'exemplaires lus. C'est assez spectaculaire pour ça. Et donc, le fait que ça a été un succès, cet hôtel qu'on n'a pas appelé hôtel littéraire Proust, mais hôtel littéraire Le Swann, ben, au deuxième, on s'est dit non, ça, on va pas, on va l'appeler du nom de l'écrivain. D'où Flaubert, qu'on ne pouvait pas faire autrement qu'à Rouen. Ça, c'était absolument automatique. Ensuite, nous avons consacré un hôtel à Alexandre Vialat à Clermont-Ferrand. Alors ça, c'est un choix purement personnel, parce que Alexandre Vialat n'a qu'un livre traduit en italien. Ah. Et donc, c'est vous dire qu'il n'est pas très diffusé à l'étranger, ce qui est particulièrement injuste quand on sait que c'est avant tout un immense traducteur. Ça a été le traducteur en particulier. C'est grâce à lui si les Français lisent Kafka, lisent certains Thomas Mann, Hugo von Hofmannsthal ou des choses comme ça. Donc il a un rôle particulièrement important. On a fait un hôtel Marcel Aimé à Montmartre, parce qu'il est l'écrivain de Montmartre et parce que je trouvais que ça s'adaptait spécialement à l'endroit. Je me suis risqué à faire un hôtel consacré à un poète, qui est Arthur Rimbaud, près de la gare de l'Est, parce que c'est là qu'il est arrivé, parce que c'est très rimbaldien comme endroit, et parce que... je vous ai entendu tout à l'heure, Luca, dire du bien de Baudelaire, j'en pense aussi infiniment de bien. Ce soir, vous entendrez Antoine Compagnon, qui est un grand spécialiste de Baudelaire. Mais Rimbaud, c'est autre chose. Rimbaud, c'est une révolution. C'est un changement total. On n'écrira plus jamais de la poésie, en français en tout cas, de la même manière après et avant Rimbaud. Après, nous avons fait un hôtel qui a été consacré donc à Stendhal, à Nancy, près de la cathédrale de Nancy. Quand je dis près, c'est même pour ceux qui connaissent la ville, vous avez la place Stanislas, juste en face la cathédrale, et collé à la cathédrale, c'est-à-dire mon mur et le mur de la cathédrale. Moi qui aime beaucoup Venise, il n'y a pas une église à Venise dont on puisse faire le tour, parce que l'église a toujours vendu ses murs pour qu'on adosse un bâtiment là-dessus. Et bien c'est la même chose pour la cathédrale de Nancy, où les voisins se sont collés. Et mes ancêtres, si je puis dire, à Nancy se sont installés là. Et donc la nouvelle aventure qui va démarrer là, sous forme de travaux, c'est George Sand, écrivain gigantesque par tous les combats qu'elle a menés, et y compris par sa production. Plus de 80 romans, une centaine de pièces de théâtre, 30 tomes de correspondance, des mémoires qui sont gigantesques. C'est un personnage extrêmement impressionnant, extrêmement attachant, et comme j'ai tendance à le dire, ses qualités sont presque aussi attachantes que ses défauts. Et elle a des deux. 30 tomes de correspondance. 30 tomes. C'est une vie à écrire. Oui, et on en découvre très régulièrement, et j'ai la chance de posséder un certain nombre de lettres qui sont totalement inédites. Ah, sur Flaubert, on connaît ne les laissez quasiment... pas à l'hôtel, ça. Non. Mais mes assureurs ne supportent pas ça. Je fais tourner les lettres, elles restent très très peu de temps. Mais l'hôtel est très bien protégé, je le dis pour les tableaux qui sont ici, pour 2 mois, d'après ce que j'ai compris. Et ce soir, il y a toute une série de Proustiens, puisque l'association des Amis de Marcel Proust va se réunir ce soir, vont pouvoir admirer le travail qui m'a beaucoup impressionné. J'ai découvert hier soir, je trouve ça très très beau. Et bravo, je suis ravi de voir ça. J'avais vu que les photos, on peut dire ce qu'on veut. Proust n'a vu la plupart des œuvres dont il parle qu'en photo, et encore en noir et blanc. J'ai un peu de mal à comprendre ce qu'il éprouvait comme émotion. Quand on voit que les Botticelli les a vus en photo et en noir et blanc. Mais il y a une chose qui n'existe plus aujourd'hui, c'est qu'il y avait des gens qui, dans les musées, louaient des échelles et qui permettaient qu'on puisse monter jusqu'en haut pour voir directement, être le nez sur... donc là, au moins, vous les voyez en couleur, si je puis dire.
Alors, donc, le prochain hôtel, ce sera à Bordeaux, l'hôtel Georges Sand. Est-ce que vous aurez des projets pour l'étranger, et je pense naturellement en premier lieu à l'Italie? Ce serait un rêve. D'abord, ma maîtrise de l'italien n'est pas telle, d'où le fait que je vous parle en français, oui, n'est enfin, vous pas êtes telle un peu que je vénitien. puisse. J'aimerais l'être plus encore que je ne le suis. J'essaye d'y rester une semaine par mois, mais j'espère que ça va augmenter. Mais ma tendance pourrait être de faire un hôtel consacré à un écrivain français à Venise, tellement les écrivains français, on m'a dit un jour que tous les livres écrits par des Français sur Venise couvriraient 2 bibliothèques complètes. Tellement il y a eu de production surabondante sur le sujet. Non, il y a une ville que j'aime particulièrement, qui est Trieste. Pas à cause de Stendhal qui avait détesté Trieste, mais à cause d'Italo Svevo, qui fait partie des écrivains que Maurizio et moi aimons particulièrement, sauf que Maurizio y a consacré une biographie, alors que moi j'ai consacré que des heures de lecture. Mais le personnage et la ville m'impressionnent infiniment. Je la trouve injustement visitée. Il faut qu'on plus de gens y aillent. Et n'oubliez pas que dans la recherche du temps perdu, Trieste apparaît au pire moment, puisque le narrateur apprend que c'est là que sa vie a basculé, que Albertine a découvert sans doute la débauche, et le narrateur voudrait la destruction totale de Trieste, ce qui heureusement n'est pas arrivé, puisqu'il voudrait que Trieste soit rasée comme l'ont été Sodome et Gomorrhe. Donc Trieste est aussi important dans la recherche du temps perdu, alors que Proust n'y a jamais mis les pieds. Hein. Et on ne sait même pas pourquoi il a choisi le nom de Trieste. On ne sait pas. Peut-être le nom le fascinait. Qui n'était à l'époque pas une ville italienne. Non, plus. bien sûr. Votre idée de l'hôtel littéraire, je trouve qu'elle est géniale. Et j'aimerais bien qu'elle puisse s'expandre au-delà de Paris, au-delà de Trieste, au-delà... C'est-à-dire, est-ce qu'il y a une possibilité de trouver un accord ou une liaison, une collaboration avec d'autres propriétaires d'immeubles, d'hôtels, qui puissent faire quelque chose de pareil à ce que vous avez fait à Paris? Ce serait sûrement possible. L'élément qui poserait problème sont les livres eux-mêmes et les manuscrits eux-mêmes. Plus, une chose dont on n'a pas parlé, nous organisons par an 200 événements. Celui de ce soir est un des événements de l'année et qui est dans le cadre de ce qu'on appelle les nuits de la lecture. Mais nous avons des événements du même type partout. Mais c'est sûrement comme ça qu'on finira par se développer, parce que nous ne sommes qu'un groupe familial et on ne peut pas acheter plus d'un hôtel tous les 2 ou 3 ans. Donc oui, nécessairement, à un moment, ça évoluera en termes de franchise, oui, avec un savoir-faire qu'on mettra à disposition, comme d'autres ont mis à disposition des savoir-faire en ce domaine. Quelqu'un pourrait suivre votre exemple, faire oui, ça à Florence ou à Bologne. Un partenariat. Tout est possible. On a déposé des brevets pour que il faut que les gens, que ça obéisse à certaines règles, c'est-à-dire chaque chambre doit porter le nom d'un personnage, chaque étage doit correspondre à une œuvre, il faut qu'il y ait des références partout à l'auteur, il faut qu'il y ait une bibliothèque d'au moins 500 livres en libre accession. Enfin, il y a toute une série de choses, mais ça peut se respecter, c'est pas très compliqué. J'ai rêvé tellement de faire un hôtel consacré à Balzac. Je n'ai pas besoin de vous dire que trouver 50 noms de personnages chez Balzac, oui, c'est pas difficile. Absolument. Bien, merci Monsieur Le Tertre, c'était vraiment très intéressant et on a passé un moment magique aussi. Parce que il faut que vous alliez à Rouen. Ah oui, vous alliez. Rendez-vous à Trieste. Ou à Trieste, oui. On ira voir où était Svevo. Oui. Oui. Mais à Rouen, oui, bien sûr. Rouen, c'est pas loin, c'est vraiment juste à côté.